Philippe Poisse, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, on est en direct de chez moi, après Jordi Vidal, un philosophe en gestation. Alors Philippe, tu es engagé pour l'écologie, tu es plutôt un gauchiste. Je suis clairement d'extrême gauche. Voilà, on s'est Voilà. dit. Et on avait fait un duo avec Joannou la dernière fois pour commenter l'avant-élection. Qui en tant que grand bourgeois est parti en vacances. Oui, il est en Angleterre, il est à Londres. Alors, est-ce que parce qu'il a cru que le RN allait gagner ou parce que c'est la gauche? Alors, il avait un appel à passer. Voilà, en PCV ou en PVC, je ne sais plus. Donc, tu es seul pour nous commenter en local, avec ta grille d'analyse qui t'est toute particulière, hein, parce que voilà, donc on a prévenu avant. Que je travaille au Framétaux quand même, attention. Voilà, pour que ça rouille pas. Parce que cette blague-là, plus personne ne la connaît. Ah ouais. Oui, mais j'ai fait longtemps du Framétaux pour nettoyer des grilles de fenêtres. Donc l'idée c'est... donc on a 4 députés RN. Est-ce que c'est le triomphe de la gauche? Oui. Clairement, oui. Alors explique-nous pourquoi. Voilà. Parce que pour qui a un sens de la cohérence du XXe siècle, ça n'est pas évident. Mais si tu étais Francis d'Aspe, comment tu l'expliquerais? Qu'il y a eu une vague nationale pour le RN. Hein. Non, pour être sérieux, qu'est-ce qu'on remarque? On a donc des communes qui ont mis, notamment en plaine, massivement le RN en tête avec des scores entre 50 et 60%. Et sur la Salanque, notamment la vallée de la Glie, on a du 70-75%. Et on garde toute une série de communes qui ont mis la gauche en tête. Et qu'est-ce qui différencie globalement ces communes? C'est tout simplement les politiques d'urbanisme de ces 40 dernières années. Là où on a fortement urbanisé, le RN est en tête. Là où il n'y a pas eu très peu d'urbanisation, le RN fait des scores relativement faibles. En fait, il faut qu'il n'y ait pas l'eau courante pour qu'on ne vote pas RN. Voilà. À Villeneuve de la Rao, ils t'ont quasi compris. Voilà. Mais on le voit aussi sur Perpignan, c'est-à-dire que la troisième, qui est la partie là où on est. Là, voilà. Parce que là, on est. La troisième, alors, raconte-nous. C'est le centre ancien, donc Saint-Jacques, le quartier gare et Saint-Assisque. D'accord. Et après les hauts-cantons. Et après tous les hauts-cantons jusqu'en Andorre. Hein. Ouais. Voilà. Là où il y avait Nathalie Culeil. Voilà. Que tu as connu de gauche, toi aussi. Ouais, connu de gauche. Mais bon, après, elle est membre d'un syndicat dont les idées sont reprises par le RN pour l'éducation. Le SNALC. Voilà. Et donc on ne peut pas dire qu'idéologiquement sur l'éducation, on ne peut pas dire qu'on est perdu, parce que ce soit un Premier ministre RN ou un Premier ministre FI, ça l'arrangera. Et ce qu'on voit sur la troisième, c'est que c'est une circonscription, du fait de sa forme, où il y a eu très peu d'urbanisation. Ce sont des quartiers anciens, pour la plupart, donc le centre ancien à plusieurs siècles, Saint-Assisque et la gare, ça a presque un siècle. Et là, ça met la gauche en tête. Et par contre, sur la première, qui est donc avec des communes comme Cabestany, où il y a eu une forte urbanisation, la commune a fait plus que tripler depuis 1980. C'est une ville communiste, mais où avec beaucoup de gens de droite, en fait. Oui, c'est vraiment... c'est une ville qui s'est bâtie pour y avoir habité longtemps, être toujours propriétaire là-bas. Hein. J'aimerais bien voir les clés. Voilà. Le sage à papa. Voilà. C'est une commune dont la population a triplé en 40 ans. Donc on a toute cette zone-là, on a aussi tous les quartiers sud de Perpignan qui sont des quartiers qui ont moins de 40 ans. Et on a toute cette population-là, vote RN, parce que son mode de vie, dans les situations actuelles, n'est plus tenable. C'est dans ces quartiers qu'on a recruté les gilets jaunes dans les Pyrénées-Orientales. D'accord. Donc et la gauche, ce matin avec Jordi Vidal, tu parlais de PH Sud de Sébastien Navarro, excellent livre. Donc, le citer en débat, c'est très bien. Voilà. Il faut l'avoir lu. Oui, d'abord, oui. Ouais, mais ça, à la limite. L'édition du Chien Rouge pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et il n'est pas cher. 13 €, conseiller. Voilà. C'est un livre de gauche. Et encore, c'est plus pratique quand c'est des potes gilets jaunes qui te le passent gratos. C'est la solidarité chez les gilets jaunes, ça existe. Là, on voit clairement, par exemple, la gauche locale n'a pas répondu aux attentes des gilets jaunes. Elle n'a strictement rien fait. Donc on arrive à une situation où quand on décide
d'une morphologie urbaine sur toute la plaine du Roussillon et dans pas mal de communes aussi un petit peu en retrait, bah, qui favorise cette urbanisation, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le périurbain, qui s'est vraiment développé, qui représente une forte proportion de la population du département. Lorsque on ne répond pas à la crise sociale que connaît ce département... Il n'y a pas de crise sociale, sinon ils y auraient répondu. Bah, c'est-à-dire, c'est une question de à quel groupe social tu appartiens. On fait pas dans ce département. Toi, tu crois encore à la lutte des classes? Tu crois qu'il y a encore des consciences de classe? Moi, je crois qu'il y a toujours une lutte des classes, mais il n'y a plus de conscience de classe. Il y a toujours une lutte des classes, mais comme dirait Warren Buffett, c'est la sienne qui a gagné. Et c'était un ouvrier, Warren Buffett? Non, mais c'est un mec qui a épousé sa secrétaire. Voilà. Oui, et qui mange tous les vendredis, il va au resto du coin manger un T-bone. Bon, c'est un ultra riche. Voilà, il peut se permettre, voilà, je sais plus, multimilliardaire. 50 milliards, je pense, enfin un truc comme ça. Il ne pèse pas grand-chose. Et voilà. Et non, il y a une catégorie sociale dominante, avec une collusion qui n'est pas une spécificité locale entre le milieu économique et le milieu politique. Par exemple, on se rend compte que le numéro 1 de la démolition, Clamart, le patron, c'est le fils d'un élu local. C'est un hasard? Ouais, sans doute. Une coïncidence, un truc. Coïncidence, ouais, voilà. Et cette classe, en fait, gère par rapport à ses intérêts et n'a pas vu monter ce qui est assez sidérant, là, parce qu'ils n'ont pas vu monter l'effondrement de ce département. Moi, je n'ai pas vu monter ça, parce que j'ai une maison avec piscine et derrière, mais au mur, je dois avouer. Ouais. Alors, il est vrai que mon majordome s'est fait agresser plein de fois, mais je ne l'ai pas vu arriver, quoi. Voilà. C'est exactement ça, c'est que pour eux tout va bien, surtout qu'on a la particularité, c'est que la pauvreté a été centralisée sur Perpignan. Ouais, au centre-ville. On est dans le triangle, on est dans le triangle Perpignan, Toulouse, Marseille, où la pauvreté est dans le cœur des villes-centres. C'est à Béziers, c'est à Narbonne, c'est à Carcassonne, c'est à Montpellier, c'est à Nîmes, ainsi de suite. D'où le rêve de gentrification au travers du campus Mailly, et ça n'arrivera pas parce qu'ils ne savent pas faire apparemment. Ils ne savent pas faire, et puis surtout ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre justement du contrat de ville en 2014, la mairie de Perpignan, l'initiative d'Olivier Amiel, a acheté une série d'études dites non réglementaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires, dont une étude sur ce qu'on appelle la politique de logement. Et cette étude, moi j'étais invité à la restitution, il y avait des petits fours et des trucs à grignoter. Voilà. Ils ont restitué au moins les petits fours. Voilà. Et l'étude est très simple, c'est-à-dire que la situation du marché de l'immobilier dans les Pyrénées-Orientales fait que les centres des villages de Perpignan ne sont pas attractifs, parce que aux tarifs qu'on a au centre de Perpignan, par des impôts fonciers notamment? Non, le prix du mètre carré, tout bêtement, c'est même pas les impôts fonciers. Quand j'étais sur Cabestany, j'avais fait des comparaisons avec des gens que je connaissais, qui avaient des biens de valeur à peu près similaires. Ils payaient 2 fois plus d'impôts de taxes locales et de taxes d'habitation. C'est comme ça que ça a commencé pour la gloire de Cabestany, pas de mon père. C'est que le communiste était moins cher pour les commerces, parce que ça a été... C'est là qu'on a créé le Masgarino, parce que Perpignan s'était enthousiasmé d'elle-même, elle faisait payer trop cher les commerces. Mais on ne se rend pas compte, avec la zone Saint-Charles, la zone traditionnelle vraiment du marché international, c'est à peu près 1 millier d'entreprises. À peu près, il faudrait voir les chiffres exacts. Ça a baissé, ça a baissé, ça baisse, le nombre d'emplois aussi baisse, mais ce qui fait que, par contre, les associations d'entreprises sur la zone se regroupent pour donner l'impression qu'elles sont le périmètre maintenant, c'était le PES, ils ont changé de nom sur leur structure, maintenant il est beaucoup plus large que Saint-Charles. Donc Saint-Charles historique, c'est 1 millier d'entreprises. Cabestany, 900 sièges sociaux. Ah ouais. Voilà, pour moins de 10 000 habitants. Oui, voilà, et communistes surtout. Voilà, ils ont. Après, les Chinois sont communistes aussi. Hein, oui, voilà. Xi Jinping, c'est un communiste, c'est un maoïste même. Ouais, donc, voilà. Donc, il y a un moment, c'est cette réalité. Et tout ça, ça crée des disparités, ça a créé des modes de vie qui, aujourd'hui, on se rend compte que pour tous ces gens, la situation n'est plus tenable. Ils ont une maison avec jardin en périphérie, donc ils ont besoin d'une voiture. C'était le rêve de la classe moyenne. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, vers les jardins, ils ne peuvent plus les entretenir.
parce qu'on met des restrictions sur l'eau. La piscine, c'est plus possible. On sanctionne les piscines, on finira par avoir un impôt sur les piscines là-dessus. On parle sur la possibilité de faire des barbecues, des choses comme ça. Ben, là aussi, on sanctionne. La voiture est de plus en plus sanctionnée. Et en face, on n'a pas les alternatives. En gros, le mode de vie transmis par le plan Marshall à l'américaine dans les années 50 n'est plus possible. N'est plus sustainable, comment dire. Sauf que quand c'est 60-70% de la population des Pyrénées-Orientales qui vit comme ça ou qui aspire à vivre comme ça, si c'est pas plus, eh ben, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on voit... Ou des glaçons dans le pastis, ou une piscine, mais pas les deux. Ben, les glaçons étant interdits maintenant, à cause de la sécheresse. Ah oui, j'ai raté ça. Oui, c'est dans un des arrêtés préfectoraux. Par exemple, les seaux à glace pour le champagne, c'est interdit. Donc on boit du champagne tiède. Voilà. Alors, il y a une belle chanson de Je suis un soir d'été, champagne tiède, il y a les propos Mossad, des femelles, non, et les propos acides des femelles Mossad de fonctionnariser, quelque chose comme ça. Voilà, faut que je révise mon Jacques Brel. Voilà, mais c'est exactement ça. Ce mode de vie n'est plus possible, la population s'appauvrit. Face à ça, il n'y a pas de projet de développement économique. On est toujours pas, c'est l'économie d'avant jusqu'à la vie. Et avec, à un moment, par exemple, il y a eu plusieurs millions qui ont été mis au final sur 42, sur l'école 42. On devrait peut-être à un moment discuter des 3 millions pour que la mairie rachète à elle-même le bâtiment. Ah, parce que ça n'appartient pas à la mairie. Ça appartenait. Alors, Alduy l'avait fait acheter. Oui, c'est ce qui me semble. C'est passé en gestion à une SCI montée avec la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelait les Dames du Midi. Dans le siège social était à Montpellier, je travaillais un peu le dossier. Et la mairie de Perpignan, sous Alliot, pour monter le projet, a racheté 3 millions. D'accord. Ce qui est à peu près le prix au mètre carré. Voilà. Donc il y a une opération sous Alduy et Pujol, il y a une opération douteuse. D'accord. Qui a coûté 3 millions à la mairie. D'accord. Et donc là, on crée une école, mais à part le volet social de l'école 42, qui a un partenariat avec Pôle emploi et le conseil régional pour de la formation de demandeurs d'emploi, à part ce volet social, 42 n'apporte rien de plus que ce faisait déjà Imérir. D'accord. Donc à un moment... Ça fera plaisir au gars d'Imérir. Bah, c'est-à-dire, Imérir, en fait... c'est une école de robotique que moi je connais depuis plus de 20 ans, parce que un de mes premiers reportages à Radio Palais, c'était à Imérir, et c'est à Pascotte 1. Voilà. Et... À côté de Toulouse. Je connais, parce qu'ils ont un Fab Lab, ils faisaient des trucs. Et ça tourne bien, ça dépend de la CCI, donc de dénommer Laurent Goz, pour monter un projet là-dessus. Et en fait, on ne voit pas la plus-value pour le territoire de 42 par rapport... Même Laurent Goz qui a fait venir aussi 42. Voilà. Donc la question c'est qu'est-ce que 42 apporte par rapport à Imérir? En fait, rien. De l'image? Même pas. Je sais pas. Même pas. Parce qu'on nous dit, quand même, l'école 42, c'est Xavier Niel. Parce que c'est Xavier Niel, ça a permis de faire des photos avec des célébrités, de faire des choses. Mais Imérir, par exemple, Imérir qui existe depuis longtemps, a un réseau aussi d'entreprises, parce que c'est des gens qui... En fait, Imérir, ils apprennent à développer des logiciels pour la robotique. La robotique, ça se divise en deux branches. La partie mécanique, électronique et mécanique, où on fait le robot, et la partie logicielle. On a fait une soirée pour Mars Express chez l'ami Quaretti au Clapcinet. On avait les deux d'ailleurs. Imérir et Yakidem qui n'a pas voulu venir parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il y avait piscine. Mais là, bon, il y aurait des synergies, des choses à faire. Mais par exemple, Imérir n'a pas permis l'installation d'entreprises. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun avantage compétitif à Perpignan par rapport aux endroits où des entreprises pourraient s'installer. Oui, pourquoi on s'installe dans un endroit? Un de mes néphros m'a dit l'attractivité. Il n'y a rien à Perpignan, c'est-à-dire on va à Montpellier. À Montpellier, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est des écoles de commerce. Oui. C'est des gros groupes. Des studios d'animation 3D de niveau international. De la même manière, l'IDEM, ils ont fini par partir à Barcelone pour créer des réseaux. Ils sont pas... Oui, alors qu'à la base, ils venaient de chez nous. Oui, c'est des gens du coin. C'est des gens de Perpignan qui ont monté ça. Donc, il y a un moment, on n'a rien d'attractif. Et d'ailleurs, on le voit avec l'aéroport qui coûte 2 millions d'euros d'argent public, parce que pour faire venir les compagnies aériennes, il faut leur filer il faut les détaxer, et donc l'aéroport perd de l'argent, donc la région compense. Pour rien. Voilà, compense à hauteur de 2 millions d'euros. L'aéroport fait venir aucune entreprise. L'aéroport un aéroport marche s'il y a déjà les entreprises. Oui, d'accord.
Et donc ça paye, à la limite, les taxes payent. Et donc là-dessus. Et là, en fait, ils n'ont aucune stratégie de pourquoi une entreprise s'installerait à Perpignan. En fait, la réponse, il y en a. Si c'est parce qu'il y a du soleil, oui, Montpellier à Gérone. C'est bon. Nous y voici. Voilà. Donc, là-dessus, et notamment l'intérêt par Gérone qui s'en sort beaucoup mieux parce qu'il y a 40 ans qu'il bosse. Hein. Oui. Je rencontrais l'ancien maire, celui qui avait récupéré la ville à la fin du franquisme, qui avait même... Celui qui a nettoyé le centre ancien, parce que c'était tout noir. J'y étais passé avant, j'étais enfant, et c'était noir de toutes les usines qu'il y avait aux alentours. Là, et le gars qui avait même récupéré les clés de certains bâtiments personnellement, on allait voir les prostituées pour... là-dessus. Gérone, ils ont un avantage sur Perpignan, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité plus légère. Donc, à un moment, une entreprise... Il la contrôle. Ouais. Parce que c'est une région autonome. Donc, une entreprise qui voudrait s'installer sur le pourtour méditerranéen, si elle arrive dans la zone, elle a plutôt surtout une entreprise internationale, et les boîtes informatiques, notamment, c'est des boîtes internationales, elle va plutôt s'installer à Gérone qu'à Perpignan. Et en plus, ils ont les décors de Game of Thrones. Donc, en plus. Voilà. Et en informatique, c'est des geeks. Donc tu leur dis, chez nous, c'est Game of Thrones, les mecs, ils viennent. Oui, voilà. Faut pas... Ici, il y en a qui ont dit, on a quasiment les mêmes décors, viendez faire Game of Thrones. Notamment celui qui est à Londres. Mais alors, par contre, il y a une séquence dans un des Game of Thrones qui doit durer 30 secondes, qui a été filmée, je crois que c'est à Banyuls ou Koyour. Les mecs ont bossé une semaine pour faire tourner des drones, filmer le truc, et ça fait une séquence de 30 secondes de toiture. D'accord. Voilà, c'est... Mais on a eu des films. Ma mère avait rencontré Jean Marais, je crois que c'était quand ils avaient filmé le Bossu, à côté de Moyo, dans la zone amélie Prince de Moyo. Alors ne t'inquiète pas, on va parler sur chauffe. Donc toi tu vas te rapprocher, comme ça je vais pouvoir éventer mon appareil. Voilà. Vas-y. Et donc, par contre, anecdote amusante, quand ils ont tourné ce film, ils étaient venus dans la zone, dans le Haut-Val-Espire, parce qu'ils pensaient trouver plein de chemins de terre. Et quand ils sont arrivés, en fait, les cons au conseil général à l'époque, ils avaient fait goudronner les chemins. Dommage. Donc, ils ont dû acheter de la terre pour recouvrir, donc faire des cavalcades. Mais on a eu une époque, on avait des films, il y a encore des films qui mais on n'a pas vraiment de l'international. Il y a eu beaucoup de films dans les années 50-60 qui sont tournés à la forteresse de Sals. On a eu Opertus aussi, il me semble, avec un Belmondo là-dessus, et on a eu un espèce de porno à Aubiri. Non, mais il y a eu un... Si. L'eau à la bouche, ça s'appelait. Voilà. La musique qui est de Gainsbourg. Voilà. Mais il y a eu des séquences qui ont été tournées au Lydia avec Alain Delon. Pour un film dont je ne me rappelle plus. Non, mais, et là, par exemple, on n'a pas ce travail que font... alors on voit qu'il y a il y a pas mal de pays où on voit par exemple la Colombie-Britannique qui a une fiscalité adaptée par exemple pour la télé. La Prague. Voilà, il y a Prague. Prague. Hein. Prague, hein, c'est pas tout à fait pareil. Tchèque. Tchèque. Voilà. Et bon, voilà, donc, et là aujourd'hui, il n'y a pas de politique, c'est-à-dire on dit on va faire, c'est ce que disait Romain Gros quand il était responsable de l'agence de développement économique. Romain qui ? Voilà, celui qui était caché dans les toilettes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc ce qui fait qu'à l'agence de développement économique, ils ont des toilettes très confortables. Voilà. On peut y rester, c'est bunkérisé, il y a tout ce qu'il faut. Clairement, non, le truc, c'est lui, il disait, mais je rencontre des entreprises qui veulent s'installer tous les jours. Je sais pas ce qu'il leur dit. Lui parle et puis... Voilà, mais il faut se souvenir par exemple de Xara qui devait installer sa logistique à Perpignan il y a une vingtaine d'années, où ils sont fait envoyer chier par le conseil départemental et par la mairie, au motif que le responsable de projet était à l'école conseil départemental et la mairie. Oui, donc on lui fait naturellement. Voilà ce que fait. Ils font du commerce, ils sont là pour se préoccuper. Donc on voit vraiment aujourd'hui, on a une classe politique établie de façon assez large qui est déconnectée de la réalité. Et en fait, comme elle ne propose rien à la population, elle propose strictement rien. Elle n'a aucun discours sur le local. À chaque. Oui, c'est des Jacobins pur jus en fait. C'est des Jacobins et des colbertistes. Et leur discours, pour moi j'ai discuté avec des chargés de mission au fil du temps à la préfecture, qui disaient que les réunions avec les élus ça les emmerdait.
parce qu'ils savaient exactement ce que les mecs, quel que soit le sujet, le discours de l'élu est toujours l'État doit payer. Oui. Bon, bah, il y a un moment, si tu veux faire du truc, oui, tu files la gestion à l'État. C'est-à-dire qu'on arrête la mascarade, on n'a plus d'élus, c'est l'État qui gère. C'est parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils veulent les titres, c'est toi qui m'avais écrit un article sur la timocratie. Voilà. Donc c'est vouloir les titres sans les responsabilités. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est que de l'apparence. Et à un moment, il n'y a pas de politique de développement. On a même le pire en ce moment, c'est par exemple, il y a une concertation pour créer une nouvelle zone d'activité concertée, une nouvelle ZAC à l'entrée d'Argelès, d'à peu près 24 hectares. Et le dossier, il y a un petit bout économique qui est à la fois très intéressant et totalement affligeant. Ils prennent sur le premier trimestre 2022, ils donnent les chiffres d'emploi des cadres. Donc sur la zone d'Argelès, il y a 350 personnes à ce moment-là au chômage, cadres, pour 20 offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui manque dans les Pyrénées-Orientales, c'est des cadres. Oui, mais on fait en sorte qu'ils ne veuillent pas venir. Ah ben, tout est fait pour qu'ils ne viennent pas. Et par exemple sur Argelès, le projet est de multiplier par 5 en 10 ans le nombre de créations d'emplois par an. Oui, pourquoi pas. Mais juste, ils disent pas comment. Oui. Voilà, donc on a vraiment cette déconnexion qui fait que les gens, à un moment, ils ont des candidats de gauche ou des candidats de droite. Et d'ailleurs, la droite a fait des scores pathétiques. Hein. Sur la première, ils sont battus par Francis Daspe. Sur la première, si on cumule ensemble Annabelle Brunet et le petit jeune des Républicains, ils sont battus par Francis Daspe d'une centaine de voix. Être battu par Francis Daspe, qui n'a pas vraiment fait campagne et qui attendait une vague nationale, c'est pas... Enfin, il attendait une vague nationale rouge-rose, voilà, ouais. Verte, pas une vague nationale bleu-marine, quoi. Bah oui, c'est un peu le... Bientôt, on aura peut-être du vert marine. Voilà. Ce sera pour les vestes. Oui, Tandelier. Voilà. Non, c'est Tandelier. Tandelier. Voilà. Qui a déclaré aux médias Blast en août, de gauche, en août 2022, une interview sur un événement, et le journaliste lui demande pourquoi vous avez fait des mauvais résultats. Elle a quand même réussi à déclarer on n'était pas prêt. C'est pas faux. Ouais, mais bon, à un moment, s'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une présidentielle, une législative en 2022. Et puis c'est comme là, hein, Nathalie, tu l'as ici, tu m'entends, tu peux te préparer, il y aura, dans un an, il y a dissolution si c'est pas avant. Voilà. Non, avant, il ne peut pas, pas avant le 9 juin. Ah, mais en fait, il n'y a personne qui peut lui dire que... il fait ce qu'il veut. Voilà. En fait, il peut très bien, même demain, s'il n'y a personne en face. Alors d'abord, légalement, la situation est très simple, c'est que comme il y a 3 groupes qui sont... oui, à peu près égaux. À 5% près. Voilà, quelques pourcents près. Il faudra que 2 groupes s'entendent pour avoir un gouvernement qui tienne. Donc, on peut avoir plein de gouvernements en un an. Deuxièmement, il nomme qui il veut. Comme sous la 4e République. Voilà. 2, il nomme qui il veut. Ouais. Là-dessus. En plus, avec la difficulté sur... C'est pas Mélenchon. Non. Bon, non, il pourrait, ça serait marrant, parce que, alors, si j'ai bien compris... Moi, je voudrais François Hollande. Ouais. Allons jusqu'au bout du n'importe quoi. Ouais. Mais attention, il y a quand même juste un truc, c'est que, si j'ai bien compris, aucune motion de censure sous la 5e n'a fait tomber au gouvernement. Ouais. Donc là, mais on est sous la 4e. Ouais, là, on pourrait avoir une première. Mais en plus, il me semble aussi, c'est que dans la Constitution, il n'y a pas de délai de nomination d'un Premier ministre. Ah ouais. C'est-à-dire que le gouvernement... Gabriel Attal pour rester Premier ministre. Non, pire. C'est-à-dire qu'il peut très bien... C'est-à-dire que le 18, c'est la rentrée parlementaire. Ouais. Donc, un truc est codifié. C'est-à-dire qu'à partir du 19, les groupes étant officiellement instaurés, ils peuvent déposer une motion de censure. Là, c'est une motion de censure spontanée. Dans les 48 heures, ça doit être voté. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le 21-22, dernier délai, en fonction des calendriers, tout ça, le gouvernement tombe. À ce moment-là, il n'y a plus de gouvernement. Et la Constitution ne prévoit pas un délai de nomination d'un nouveau Premier ministre. Donc, c'est comme la Belgique. Ça peut prendre du temps. Un gouvernement technique qui gère le tout venant. Voilà. Sauf qu'on est à un moment historique, on a besoin d'un au-delà du tout venant. Ouais. Et on se retrouve donc avec on peut se retrouver avec une situation un petit peu bordélique. Mais on a déjà le bordel, tu veux dire plus bordélique que celui de... Ouais, c'est tout à... Non. Et là, clairement, le grand gagnant dans ce cas, c'est exactement ce qu'a dit Marine Le Pen. Le grand gagnant serait le RN. Ouais. Parce que à un moment, on veut de l'ordre.
C'est-à-dire que si les macronistes ne comprennent pas qu'ils sont rejetés par la population, on voit le score du premier tour, qui est mauvais à peu près partout. Oui, s'ils n'avaient pas acté avec le nouveau Front Populaire, ils n'auraient pas, que des candidats LFI se retiraient pour faire élire Elisabeth Borne ou Darmanin. Voilà. Même un grand moment de voilà. télévision. Donc si les macronistes ne comprennent pas qu'ils doivent laisser, s'ils ne comprennent pas qu'ils doivent être neutres, on va avoir un vrai foutoir. Et à un moment, l'alternative, la gauche n'y arrive pas, les macronistes ont échoué. L'alternative, et c'est ce qu'on voit dans les Pyrénées-Orientales, c'est le RN. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la droite gère le RN, alors ça a commencé par Louis Alliot et lui-même. Député en 2017 d'abord. Oui, alors déjà. Et après, il a 4 députés. Moi, je ne croyais pas qu'il aurait autant. Il remet le couvert et dans l'intervalle, il se permet même d'être conseiller départemental. Voilà, sur mon canton. Et personne ne bouge. Parce que ça n'inquiète personne. Et il se réveille qu'aux élections pour faire barrage. Et pas répondre aux préoccupations des. C'est-à-dire que ce qu'il est, en fait, leur idée, c'est, il faut analyser sur la longueur. Le système démocratique occidental moderne, qui date de la fin du 18e, c'est en gros, on crée 2 blocs. Avant, c'était la bourgeoisie contre l'aristocratie. Plutôt anglo-saxon. Voilà, ce système-là, et on a une grosse masse au milieu qui va fluctuer d'un bloc à l'autre en fonction. Comme à la Révolution française. Ça va ça a fluctué au fil du temps, et donc on a une alternance. On voit avec les Américains ou les Anglais, parce qu'ils ont un système de majoritaire à un tour. Là, c'est le Labour qui a repris Et donc, l'idée, c'est juste de se dire, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, parce que le camp d'en face, à un moment, va lasser, donc on va récupérer mécaniquement. Donc, ils font pas d'efforts. Ce que disait Jordi Vidal, oui, c'est vrai que c'est pas une question que de travailler, c'est une question de poser des questions. Sauf qu'ils ne se posent pas les questions de pourquoi Louis Alliot gagne. La réponse, ils sont fascistes. Parce qu'il il a le livre de l'arabe fou Abdullah Azad et qu'il commande aux morts pour voter. C'est tout, Alors, aux morts, M-O-R-T. Et pas M-A-U-R-E. Parce que là, attention. Bref. Et le truc, c'est qu'ils c'est pas compliqué. C'est-à-dire que l'avantage, le RN pour eux, c'est formidable. Ils ont juste à dire, c'est des méchants fascistes, votez pour nous. Sauf que même en considérant que Louis Alliot, ça soit un méchant fasciste, ça soit un type incompétent, ça soit un type qui a rien à foutre, qu'il n'ait pas de bilan, qu'il fasse rien, même en considérant. Et que ce soit une femme. Même en considérant que ça n'est pas Chantal, c'était Sheila. Voilà. Voilà. Hommage en Galilée. Voilà, bref. Donc même en considérant tout ça, que le mec soit catastrophique, ça n'est pas un argument pour voter pour le camp d'en face. Et on le voit quand on analyse les résultats. Moi je trouve que la gauche locale, ils ont raté, nationale et locale, Colombe, ça leur est passé à côté. Donc on va remettre en contexte. Donc on a le Bardella qui vient à Perpignan, je dis pas de bêtises. Pour le congrès du RN. Pour le congrès du RN. Et donc on a une chaîne de télé, je sais, BFM je crois, bref, qui interviewe les gens à l'entrée, qui interviewe les gens dans le grand hall du Palais des Congrès de Perpignan, et qui interviewe donc une dame, Colombe, qui explique qu'elle est dans une situation difficile, qu'elle se retrouve au RSA. Alors qu'elle avait un emploi, qu'elle a un métier. Même, je crois, pour l'emploi, je me demande. Elle a travaillé comme conseiller d'insertion, après elle a eu d'autres petits boulots. Ce qui est assez intéressant d'avoir des conseillers d'insertion au chômage dans les Pyrénées-Orientales. Parce qu'il y a des conseillers d'insertion au chômage dans les Pyrénées-Orientales, c'est structurel. C'est peut arriver qu'une personne décide de changer d'emploi ou chose comme ça et se retrouve au chômage. Non, c'est structurel. Les métiers d'insertion, les métiers de formation vers les demandeurs d'emploi, dans un département qui est recordman sur le RSA et le chômage, sont des métiers très précaires. Déjà, devrait commencer à poser des questions, notamment au conseil départemental. C'est eux qui gèrent le social. Ils ont la compétence. Et au conseil régional qui gère la formation des demandeurs d'emploi. Donc ça a été interrogé et elle montre qu'un désespoir, elle se met à chialer. Donc là, le journaliste fait son taf, il lui demande d'enlever ses lunettes pour qu'on voit bien les larmes. Donc il y a tout ce truc-là, ça fait une polémique. Donc ça circule sur les réseaux sociaux. Elle dit, en plus, elle a du temps libre, du coup, elle s'investit. Elle est bénévole au Resto du Cœur. Voilà. Et donc, par le truc, donc, elle est virée des Restos du Cœur.
Ouais, voilà. qui a priori fonctionnerait mal à Perpignan, et on contrôle plus, de toute façon dans le social on contrôle plus. Oui. C'est comme pour l'éducation des orphelins. voilà, parce que s'ils contrôlent, ils s'aperçoivent que ça marche mal, et quand on va leur dire que ça marche mal, on va dire oui, mais c'est peut-être parce que Oui, en face, on n'a pas les conseillers d'insertion, on n'a pas les éducateurs en éducation, économie familiale, il n'y a pas tout le truc. Ils signent pour les allocataires du RSA, le département a des sous-traitants. Et ces sous-traitants signent des conventions. Soyez bénévole dans une association, quand vous êtes au RSA, vous avez une convention de bénévolat, vous avez fait vos 15 heures, et on ne vérifie pas. Et on ne vérifie pas que le bénévolat soit dans une démarche d'insertion professionnelle. Donc, voilà, et là, on se retrouve avec une énorme polémique. La fille se fait virer les Restos du Cœur, donc évidemment, ça gueule au RN. Elle se fait virer pour raison politique. Oui, voilà. Et derrière, Louis Alliot fait un coup, il la recrute. Et j'ai bien aimé quand il fait son petit laïus pour expliquer là-dessus. Il dit, moi je prends des gens qui travaillent, je suis prêt à aider des gens, y compris s'ils sont communistes. Voilà. Il arrive à caser ça. Voilà, il est un peu comme Édouard Philippe. Voilà, oui. Tant qu'ils sont pas LFI, ça va. Voilà, parce que là, ouais, non, LFI quand même, il y a des trucs. Et puis bon, tu sais qu'ils travailleront pas, quoi. Voilà. Parce que sur le fond, faire du fond à LFI localement, c'est rude. Et donc, on est vraiment dans on sait que tous ces structures dysfonctionnent. On sait très bien pourquoi, c'est depuis très longtemps. C'est 20 ans au moins. Moi, j'ai fait des réunions à l'époque où je travaillais justement donc, pour l'accompagnement de cadres demandeurs en recherche d'emploi. On fait des réunions avec des responsables du conseil départemental à l'époque où il avait la compétence économie, où ils voulaient mettre des cadres dans les associations qu'ils subventionnent, parce qu'ils disaient elles sont mal gérées, et elles sont mal gérées parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc on est prêt à utiliser une partie des subventions pour financer des postes, condition que ça soit des gestionnaires. Parce qu'une fois que l'envie, j'avais un arrière-grand-père, comme tout le monde, mais celui-là qui était libre penseur, ancien fermier militaire, et qui s'impliquait dans la ville, qui avait démissionné en 42 parce qu'on voulait lui mettre des gens dans des trains. Donc l'idée c'est il s'investissait pas pour le retour d'argent ou la visibilité sociale, mais parce qu'il croyait aux valeurs qu'il défendait. Mais là, et il était assez instruit en tant qu'ouvrier pour être qualifié de cadre maintenant. On voit, de toute façon, on voit très clairement, par exemple, la capacité d'analyse. Quand on regarde les scores, notamment sur Perpignan, parce que, ce qui est très intéressant, c'est donc on a premier tour sur la deuxième circonscription, donc tout le nord de Perpignan, qui est aussi très pauvre. Là-dessus, avec une forte proportion de la population en quartier politique de la ville. Bon là, c'est victoire d'Anaïs Sabatini dès le premier tour. Voilà. Non, c'est quelqu'un, parce que j'ai bossé pendant un an dans le même bâtiment qu'elle. Qui est avocate. Qui est avocate à la base, et j'ai vu, elle a labouré le terrain, elle a fait du réseau, voilà. Elle a un attaché parlementaire qui est très sympathique, qui aime beaucoup ce que tu écris. Il est fan, voilà. C'est un gars bien, alors. Voilà, oui. On ne sait pas, hein, j'ai dit qu'il était fan, j'en sais pas plus. Voilà, non, il est très, très sympa. Donc elle a labouré le terrain, donc à un moment ça paye. Puis et on voit le score. Mais sur les deux autres, on s'aperçoit que les candidats LFI ne récupèrent qu'une partie. Ils récupèrent à peu près le tiers du vote de droite au second tour. Et le vote de droite serait parti, parce qu'il y a une forte augmentation des blancs et nuls. On est à plus de 5% au total de blancs et nuls au second tour. Ce qui est énorme. On commence à arriver là-dessus. Et on a une partie du vote de droite aussi qui va se... Il y a des gens qui ne se déplacent pas. Voilà, non, mais il y a une augmentation de l'abstention. Il y a une forte augmentation des blancs et nuls, et une bonne partie aussi de la droite qui va se reporter sur le RN. Parce que, clairement, on se rend compte que les candidats LFI, on voit sur la troisième, Nathalie Cullet, elle a fait une campagne en accéléré de 3 jours, après le second tour, parce qu'ils sont aperçus que à Perpignan, ils n'étaient pas en tête au premier tour, alors que d'habitude, sur la troisième, la gauche est en tête. Et parce que, mais elle vit en Cerdagne. Ouais, mais ça, et à pied, ça lui fait loin. Mais ça, d'abord, il y a des bus, monsieur. Il y a un bus à 1 euro pour l'avoir pris. Hein. Et ensuite, il y a aussi le fait que, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si tu as entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Mao,
Oui, enfin, si on parle du chinois. Ouais, qui faisait des cols, hein, Ouais, notamment. La stratégie qu'il explique. Les tranchées aussi. Voilà. Ouais. La stratégie qu'il explique dans le petit livre rouge, c'est celle technique de guérilla, qui est le principe de base de la France insoumise, qui est on fait plein de petits groupes. Et ces groupes à la campagne. Travaillent sur une antenne. Si c'est Mao, c'est à la campagne. Parce que Chiang Kai-shek, lui, était dans les villes. Voilà. Et donc le truc, c'est qu'on a plein de petits groupes d'actions locaux, mais c'est ce que disait aussi le ministre de l'Intérieur de Napoléon Fouché, celui qui est le mitrailleur de Lyon. Voilà. Il disait la police doit être partout et nulle part. C'est exactement ça. Tu dois pouvoir être dans le concept des RG. Voilà. Tu dois être dans toutes les luttes en fait, de manière à ce que quand tu vas voir les gens avec qui tu as lutté, tu vas dire en fait, moi je soutiens ce candidat-là, et comme tu es crédible, le candidat mécaniquement, hein, c'est l'inverse de l'honneur par association. Enfin, c'est l'inverse du déshonneur par association. Nous on soutient tel candidat, donc si lui il soutient, ça vaut la peine. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est fait jusqu'à longtemps, sauf que maintenant. On a une étiquette, votez pour nous. Oui, c'est exactement ça. On peut envoyer des chèvres. On a des candidats RN qui ont fait des scores de plus de 30% sans même aller dans la circonscription. Voilà. Alors, le pire, c'est le candidat qui dit je viens d'arriver à la circonscription, je fais le tour, c'est très joli. Ouais, c'est bien. À la limite, oui. C'est bien fait de venir. Voilà. Puis, d'un autre côté, c'est des campagnes qui coûtent pas cher et qui sont sûres de rapporter. Tu fais 30%, t'es battu, c'est pas grave. Ouais. Si jamais tu gagnes. Parce qu'on gagne aux législatives, faut le rappeler. Je crois que c'est 1 euro par voix. 1 euro et quelques 1 euro, 60, je crois. Ouais, un truc comme ça, mais pendant 5 ans tous les ans. Voilà. Donc t'as pas, même le simple fait de présenter 577 candidats. Voilà, t'as déjà gagné. Là-dessus, mais c'est par voix, c'est pas au pourcentage là, de vote. Ce qu'on voit très clairement, moi étant investi dans 2-3 luttes locales. C'est donc de retour avec lui, voilà. Terminé donc par de guérilla. La France insoumise est structurée par des groupes d'action. Ouais. Théoriquement, c'est ça. Ces groupes d'action doivent être autonomes, s'intégrer dans les luttes locales, qui peuvent être à l'échelle du village ou du canton, enfin selon le type de lutte aussi. Et à partir de là, donner une crédibilité à ces luttes, aider les organiser, ainsi de suite. Et puis au moment de l'élection, quand on va présenter le candidat, qui n'est pas forcément connu au niveau des luttes locales, parce qu'on voit sur des circonscriptions qui peuvent être grandes ou dans des villes un peu conséquentes. Il faut un bon cheval. Voilà. Donc le groupe d'action dira, attendez, nous on soutient un tel. Vous avez vu que nous sommes des gens compétents, nous avons travaillé, nous avons soutenu, en fait, si. Bon, ben voilà, votez pour ce candidat parce qu'on le soutient. Et nous, on ne peut pas se tromper parce que, comme on bosse, on connaît la réalité. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les groupes d'action, ils ont globalement périclité. Et cette technique de guérilla a pas du tout marché parce qu'elle n'a pas du tout été comprise. C'est-à-dire que les mécaniques des partis classiques où on a un état-major avec des notables qui centralisent, or ça devrait. Et donc c'est tout le problème de la gauche. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de figure parce qu'il n'y a pas de gens engagés dans des luttes de façon spécifique. Oui, voilà. Ils auraient pu prendre le train de fret. Voilà. Ça m'a toujours, j'ai jamais compris. Là, ils ont été 3 minutes devant ta caméra et il y avait que toi qui filmais. Enfin, déjà, en soi, c'est. Le Villeneuve-de-la-Raho, il y a eu plus de gens parce qu'ils ont senti le ministre venir. Non, Villeneuve-de-la-Raho, c'est parce que ce qui s'est passé sur le truc, c'est que le collectif Préservant l'eau avait prévu l'événement. Bon, évidemment, on n'avait pas du tout prévu une dissolution par contre. Donc on a décidé de maintenir l'événement parce que ça nous permettait de maintenir la pression sur le conseil départemental et puis la préfecture. Et on s'est dit, comme la sécheresse doit être un thème majeur de la campagne, ce qui n'a pas été le cas, on invite les candidats à venir s'exprimer. Ça aurait pu être la santé, je vois la fermeture. On parle pas de l'impact qu'il va y avoir de la fermeture des urgences de nuit de Medipol qui ont quand même touché 100% des subventions de l'ARS. Voilà. De manière dérogatoire et exceptionnelle. Mais tout le système de santé, de toute façon, doit être. Moi, j'ai vécu en Saône-et-Loire, et alors tu dois pas connaître, il y a un truc qui s'appelle l'annuaire Politis. Qui est un vieux truc, c'est un bouquin épais comme ça, c'est la liste de tous les établissements socio-sanitaires publics de France. C'est un truc assez. Et ce qui est intéressant, c'est que classé par département, et en chaque début de section par département, il y a une présentation du département. Si on regarde la Saône-et-Loire, il y a 2 fois plus d'établissements socio-sanitaires, donc des hôpitaux, maisons de retraite, ainsi de suite, là-dessus, par habitant que dans les Pyrénées-Orientales.
Donc il faudrait aussi, à un moment, les Pyrénées-Orientales qui ont une forte croissance démographique sur les 40-50 dernières années, on est en sous-équipement. Mais on est en sous-équipement. Parce que rien n'a été prévu. Ça a été prévu pour 300 à 350 000 habitants. Oui, on est 500 000 plus les vacanciers. Voilà. Mais on est en sous-effectif au tribunal, il faudrait au moins 3 fois plus de juges. Juste pour revenir à la moyenne nationale du nombre de juges, pareil, de juges, greffiers, il faut multiplier par 3. On voit bien, la prison, on est la prison la plus... il y a plus de 200% de taux d'occupation en prison. Donc il y a des mecs qui sont en Perpignan, qui sont pas en tôle parce qu'il n'y a pas de place. Du coup, ils sont dehors. Ils sont dehors. Comme pour les fous d'ailleurs. Voilà. Enfin, les fous. Service psychiatrique, c'est une catastrophe. La psychiatrie dans le département, sachant qu'on a une forte augmentation des problèmes de drogue. Et que c'est les services de psychiatrie qui récupèrent les toxicomanes. Ah oui, ça impacte. Voilà. Enfin, sur la santé, on manque. On devrait avoir des centres de formation, on devrait avoir commencer à travailler sur un vrai CHU, avoir une vraie formation sur des kinés, sur des professionnels de santé là-dessus, repenser le maillage. Parce que si tu habites à Prades, c'est quelque chose qui t'arrivera peut-être pas, mais si tu as un gamin que tu es sur Prades, c'est compliqué. Il vaut mieux venir à Perpignan. J'ai mes parents qui sont juste en dessous, donc voilà. je vois bien de quoi vous parlez. Voilà. Alors, une époque, ma grand-mère, je raconte cette histoire, elle m'a toujours fait rire, c'est cruel. Ma mamie, Fernande, dit « Je veux pas mourir avant d'avoir fait de l'hélicoptère ». Coup de bol, elle a un AVC, on la transporte de Prades à Perpignan en hélicoptère. Voilà, c'est pas. Ouais. Méfiez-vous de ce que vous demandez, moralité. Ça peut arriver, ouais. Voilà, on a ça, mais c'est pareil sur la. C'était encore possible. Mais c'est pareil sur la sécurité. Moi, je me souviens, j'avais participé, c'était sur une invitation avec clause de confidentialité, donc je me signe un engagement de confidentialité à l'époque, pour en 2017, je crois, 2017 ou 2018. Pour la police de sécurité du quotidien. Ouais. On avait fait justement une concertation privée, comme ça, avec la préfecture. Il y avait 2 gus qui géraient le Vernet. Ouais. Deux officiers de police judiciaire. Ils avaient, à l'époque, 800 dossiers. D'accord. Voilà. On est en sous-effectif en termes de police judiciaire. Donc les dossiers... oui, mécaniquement. Mécaniquement. Donc la gestion, par exemple. Il y a augmentation d'un côté. Ouais. C'est un peu comme l'inflation. Ouais. Les salaires n'augmentent pas et le prix des choses augmente. Ouais. Bon, c'est le nord magnétique, le nord géographique. Mais avec tout un truc. C'est-à-dire que, par exemple, on a le collège Jean Moulin qui doit être détruit et reconstruit, mais comme c'est au bout de l'Écolobre, dans une zone fragile au niveau environnemental, il ne se passe rien, mais c'est dans le programme des communistes, continue de tenir là-dessus. Le collège, doit y avoir une construction de collège de Cléra au milieu de nulle part. Bon. Oui, comment on y va? Avec des bus qui devront être créés exprès, parce qu'ils veulent déplacer notre collège. Mais c'est de la pollution, tu vois. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que on a. Il y a Salande qui vote toujours RN depuis les Camelots du Roi. Oui, mais c'est pour faire plaisir. Le maire de Cléra est proche de la majorité départementale. Ah, d'accord. Voilà, mais il est fâché avec le maire de Sals, ex-PS, Lopez. Il en est où, lui et tout. Il vient d'être condamné en justice parce qu'il ne donne pas d'espace suffisant d'expression à l'opposition. Il a été condamné il y a quelques jours. Aïe, si je sais. Mais c'est pas sa première. Et le truc, c'est qu'à Cléra, en fait, ils veulent le déplacer. Aujourd'hui, c'est sur Saint-Laurent, c'est vétuste, c'est dans Perpignan Métropole, donc le département veut le déplacer à Cléra, qui est sur une autre intercommunalité, avec laquelle ils ont de meilleures relations. Mais sauf que la préfecture de région a dit 2 fois non. Il y a un problème d'eau en Salinque, et la compétence de l'eau dépend de l'intercommunalité. Sauf que les villages des Corbières, parce que c'est une intercommunalité où on a Pia, Cléra, Sals, plus une flopée de villages dans les Corbières. Les villages des Corbières ne veulent pas payer pour l'eau. Donc la station d'épuration, elle serait à la charge de la mairie qui ne veut pas payer. Mais le président d'Interco à Sals en a rien à foutre, il ne veut pas payer non plus. Donc à un moment, ça marche très très mal. Et ça, c'est la gauche. Alors, il se revendique de gauche. Oui, enfin. Comme disait le général, j'ai une certaine idée de la gauche. Le général disait je n'aime pas les communistes parce qu'ils sont communistes, je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes. C'est ça. Et donc on arrive à une situation, le système. Et en plus, sachant qu'au niveau national, il y a une augmentation des démissions et des difficultés de recrutement dans l'éducation nationale et dans la police. Il n'y a jamais eu autant de démissions dans la police.
On voilà. n'arrive pas à recruter, ils démissionnent, Voilà. ils suicident. Voilà, et c'est exactement ça. Donc on a une scène de dysfonctionnement. Et par exemple, le fait d'avoir l'effondrement social, c'est-à-dire que Mais pourquoi je ne lis pas ça dans l'Indépendant? Parce que moi je ne m'informe qu'avec France Bleu, l'Indépendant et France 3. Ouais, mais et ce que tu dis, je l'entends pas. Alors on avait fait un truc Ouais. sur le fait qu'il ne voulait plus faire de débat parce que voilà, mais c'est. Marc Tamon t'avait dit Ouais. Non, mais ça n'intéresse pas les gens. Mais parce qu'il y a un moment, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut. Le mot intelligence, son étymologie, ça veut dire faire du lien. Oui, voilà. c'est la commission. Voilà, on fait du lien entre des choses. Or, et comme on dit, l'abruti ne voit pas le rapport. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire que pourquoi les flics tabassent les dealers à Saint-Mathieu? Voilà. Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ils vont amener le mec à un OPJ. L'OPJ, il n'a pas le temps. Et c'est pas pour un mec que tu as chopé avec 20 grammes de shit. Donc, le dossier va être bâclé. Le dossier va arriver au parquet. Où là, il manque de temps. Et c'est pas un mec avec 20 grammes de shit qui. Ils en ont rien à foutre. Le chef. Donc, là, le mec au parquet, il va lire le dossier, il va dire attendez, c'est de la merde votre truc, c'est bâclé. Je vous le refuse. Bon, vice de forme, dégagé. Au revoir, merci. Voilà. Et donc, le flic à l'arrivée, le type sur le terrain, il sait que toute la chaîne y fonctionne. Et même si à la limite, l'OPJ, parce qu'il veut se farcir le dealer en question, il fait le travail proprement. Bon, et ben il va emmener au parquet qui va lui dire au fait, tu sais que la prison elle est pleine. J'ai 200% d'occupation. De toute manière, tu peux pas gagner. T'as compris ça? Voilà. Donc, et sans compter qu'à un moment, moi j'aime bien les connards de gauche qui m'insultent en disant que voilà que quand j'explique pourquoi on met pas les violeurs en toile, mais juste un truc. Quand on te dit qu'on se fout des conditions de détention, ok, très bien. Mais va voir les mecs de la CGT pénitentiaire, les gars de la CGT. C'est pas des droitards? Ah non, il y a des mecs, je connais des gens de gauche qui bossent justement dans l'univers carcéral. Tu vas aller voir les syndicats de gauche, les gardiens de prison, tu vas leur dire tes conditions de travail, je m'en branle. Le gars, il fait peur à un CRS. Hein. On a eu un cas. Parce qu'il faut les tenir, les bestioles. Voilà. On a eu un cas il y a 2 ans, en bord de mer, un gardien de prison qui est à la plage en train de se baigner. Il y a 3 mecs qui le reconnaissent, qui l'agressent. Il y en a envoyé un à l'hosto. Et 2 autres se sont barrés en laissant le copain étalé par terre. Donc les mecs savent se défendre. Donc tous les mecs de gauche qui te disent, notamment les gens de l'alternative, qui te disent les conditions de détention on s'en fout, ils n'ont pas les couilles d'aller voir les gardiens de prison et leur dire tes conditions de travail on s'en fout. Parce que moi je me souviens d'un Philippe Assens en 2017 qui est allé voir il y avait une grève pendant la campagne législative où il était candidat sur la 3e. Où tout ce qu'il a fait de bien, au final, c'est d'éliminer Ségolène Neuville. Au moins, on peut le remercier pour ça. Il a humilié Ségolène Neuville en la mettant 3e. Voilà, on peut le remercier pour ça. Il a fait un truc bien dans sa vie. Ça compense pas le reste, attention. Mais bon. C'est déjà pas mal. Mais il était allé voir les gardiens de prison parce qu'il y avait un mouvement social des gardiens de prison. Et les mecs te disent, ils travaillent dans des conditions catastrophiques. Qui a envie d'être gardien de prison aujourd'hui? C'est un sacerdoce, parce que c'est pas pour le point tu te fais 2000 balles à tout casser, et tu peux choper des maladies. Parce que quand tu as les punaises et trucs comme ça, tu peux les. Voilà. Donc, à un moment. Non, mais ça, c'est les Russes, les punaises de lit. Voilà. Oui. Bah oui. Tout ça, c'est les Russes. Voilà, bah oui. Et donc, on est vraiment. Un truc, c'est un moment, c'est aussi pareil d'ailleurs. Oui, il y a un problème carcéral à Perpignan. On a une prison qui a 40 ans. Enfin, un petit nom, 35 ans. On s'en était déjà parlé, j'avais cité Attrape-moi si tu peux, où Tom Hanks dit à DiCaprio tu finiras à la prison de Perpignan. Bon, à l'époque c'était le couvent de Sainte-Claire. Hein. Il y avait eu un bel article d'un journaliste qui avait passé un mois à l'époque, disant que c'était assez impressionnant, impression médiévale et tout. Mais alors c'était bien, on pouvait la visiter avant que ça devienne le centre où on n'a pas été entretenu. Ces alduits, ils ont des bâtiments, heureusement qu'ils l'ont pas démoli. Mais on pouvait encore la visiter dans les années 90 où on était dans l'état. Et moi je l'avais visité. Elle était dans le jus et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais on a une prison. Elle était très médiévale. Il y avait on aurait dit le cachot du château de Montmirail. Voilà, et on a une prison aujourd'hui qui est taillée pour un département de 350 000 habitants. 350 à 400 000. On est 500 000. Voilà. Plus les touristes, plus les frontaliers. Voilà. Parce qu'on a des mecs qui sont serrés fréquemment sur la frontière. Il se passe des trucs sur la frontière, notamment du trafic de drogue, des putes. Voilà, bon. Enfin,
Si depuis 2018, l'Union européenne nous dit qu'il faut le mettre dans le PIB, moi je suis. Voilà, bah après ça fait, oui, ça fait du fric. Mais on est vraiment... et ça en fait, les sujets de fond que personne ne veut traiter, parce qu'à un moment, moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire, le bilan d'un élu c'est quoi? C'est l'écart entre la situation quand il est arrivé, la situation quand il part, modulo toutes les choses sur lesquelles il n'a pas prise. Dire, c'est pas la faute à Armeline Malherbe s'il y a une guerre en Ukraine. Quoique. Ouais. Voilà, bon. Mais voilà, mais c'est un moment. Donc, les évolutions, si on fait l'analyse chiffrée de la situation, alors, bon, réellement, dire le nombre de chômeurs, le nombre d'allocataires des minima sociaux, le truc, bon, si on fait toutes ces analyses, à un moment, il faut bien qu'ils disent c'est quoi ta responsabilité? Ah ben non, c'est pas moi. À chaque fois, moi, la première fois que j'ai rencontré Ségolène Neuville, elle n'était pas encore élue. On a eu une discussion, et c'était pendant sa campagne, on a eu une discussion, et à chaque fois, ah oui, mais c'est pas nous. Oui, non mais c'est voilà. À chaque fois, ils te demandent un mandat, et une fois qu'ils sont élus, ils te disent que c'est pas eux, au prorata de la répartition du millefeuille administratif, comme dire, il y a un moment, on est dans des situations, oui, le département a signé une convention totalement stupide avec la mairie de Villeneuve pour le lac. Ils auraient pu signer notre type de convention. Voilà. Et à un moment, ils pourraient l'arrêter. Ben non. Ah bon? Enfin, si, ils peuvent, mais ça va leur coûter un bras. Voilà. Parce que la convention, il y a deux parties. Il y a la partie sur l'eau, qu'ils essayent de cadrer. À l'assaut. Parce que là, il faudra aussi en parler, parce qu'on a les documents de la préfecture qui sont envoyés au tribunal administratif. Ils font peur. Mais sur l'autre partie, c'est des autorisations d'utilisation de terrain. Donc il y a des droits là-dessus, sur lesquels des deux côtés, ils ont fait des aménagements. Et en fait, au lieu de se dire, bon, moi j'ai des terrains, tu as des terrains dont j'ai besoin, moi j'ai des terrains dont tu as besoin, donc on fait un échange de terrain, on change de propriété, potentiellement il y a un achat effectif, et puis voilà, c'est réglé, puis c'est fini, pas besoin de convention. Au lieu de faire ça, ils ont fait une convention d'usage, donnant des droits d'usage. Donc il y a des droits acquis, et casser la convention, ça coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord. Voilà. Et par contre, ce qui est très clair, c'est que si la droite ou l'extrême droite prend le département en 2026, ce qui est possible, il suffit d'un canton. Il suffit que la gauche perde un canton, c'est la droite. Oui, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur la tranche. C'est deux fois qu'ils... Ça passe de... Et qu'à chaque fois, ils ne font rien. Moi, j'ai remarqué, ça les inquiète pas plus que ça. C'est-à-dire, ça donne juste envie à Nicolas Garcet de devenir président du conseil départemental à la place d'Armeline Malherbe. C'est-à-dire, le truc est très simple. C'est qu'ils pensent que l'électeur est con et que... S'ils ont survécu, ils ont peut-être raison. Oui. Ouais, mais il y a une façon, c'est ce que disait Georges Frêche. Oui, je fais campagne vers les cons, mais je raconte des blagues de cul. Ouais, voilà. Donc, un mec qui te raconte des blagues de cul, tu vas pas voter contre lui. Bah non, voilà. j'ai connu Georges. Hein, voilà. Bon, donc c'est ça. Et donc ils se disent, ils feront barrage. Il y a juste un moment, on voit, on analyse les chiffres. Il n'y a pas eu de barrage. Non mais il n'y a pas eu de barrage là dans les PO. Francis Daspe nous dit que quand même Alliot faiblit. Je l'ai lu, hein, c'est lui qui l'a dit. C'est Giban qui le dit faiblit, dans l'Indépendant. Alors après moi on m'invite pas dans les partouzes. Voilà. Donc je m'engagerai pas là-dessus. Mais non. Alors, Giban dit et du coup Daspe reprend. Alors sauf que Daspe n'a pas compris ce que Giban a dit. Parce que quand Giban dit qu'il n'y a pas de réserve, oui il n'y a pas de réserve. Mais structurellement le RN est un parti qui ne peut pas avoir de réserve parce qu'il bouffe les autres. Contrairement au voilà, c'est le principe. On voit par exemple, tu prends l'évolution. C'est un parti macrophage. Voilà. Quand tu regardes l'Empire romain, ils ont fait tout un glacis autour d'eux, et puis petit à petit ils ont bouffé le glacis, et à un moment ils se sont retrouvés confrontés à d'autres pays dont ils n'avaient pas les moyens. Les Parthes notamment. Les Germains. Ils n'avaient pas les moyens de. Voilà. Mais tant que tu as un glacis, tu es tranquille. Tu mets des pays, c'est ce qu'on a fait avec les traités sur la Première Guerre mondiale, où on a créé tout un glacis entre l'Allemagne et la Russie. Voilà. Donc le RN bouffe ses concurrents, et donc forcément il n'a pas de réserve de voix. Ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer à bouffer les concurrents, et voilà. Mais d'un autre côté, le score au premier tour, sur tout Perpignan, c'est 17 000 voix, un peu plus de 17 000 voix. Le score d'Alliot en 2014, où il est battu au second tour, c'est 17 000 voix. Et quand il gagne en 2020, c'est 15 000. Voilà. Avec une forte abstention. Il est à 45%.
Donc s'il arrive juste à Et gérer... il aurait pu être président, à mon avis, du Languedoc-Roussillon Si ça existait toujours, oui, c'était faisable. Ouais. C'est d'ailleurs une des raisons des grandes, Voilà. des grandes régions. Là, clairement, la région peut pas, la région Languedoc-Roussillon aurait basculé. Voilà. Il reste Montpellier. Parce que Donc, Montpellier... c'est très socialiste. Non, c'est plutôt la FI qui a gagné, mais Montpellier, c'est les vainqueurs de la mondialisation. Ils ont IBM, ils ont Dell, Oui, oui, ils voilà. ont les... Voilà, Il n'y a aucune raison. voilà. Quand on regarde l'arc... Le pauvre, le gueux est résiduel à Montpellier. Voilà, et ils les ont envoyés à Béziers. Mais par contre, on voit tout de suite, tu vois, donc c'est tout l'arc méditerranéen, on voit ça, il reste Montpellier, il reste Avignon parce que Voilà. c'est culturel. Parce qu'il y a un pont. Marseille parce qu'il y a le côté port, Ouais. un peu Toulon qui a résisté avec les macronistes. Et la zone de Nice, où c'est les républicains, mais c'est ambigu. Parce que justement, c'est des républicains tendanciotis, quoi. Donc c'est un peu ambigu. Ouais. Mais on voit ça. C'est des RPR années 80. Voilà. Donc on voit le truc, reste là-dessus. Et clairement, non, il n'a pas de réserve de voix, mais il progresse. Alors après, à un moment, il va arrêter de progresser parce qu'il ne pourra pas Oui, monter. Quand c'est tu arrives à 100%, quand tu commences à dépasser les 100%, tu te dis qu'il y a peut-être une fraude ou qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi j'étais en Afrique, je vois pas où est le problème. Ah ouais. Voilà. Et non, le truc. Mais par contre, dans la situation actuelle, la victoire en 2026, elle est sûre. En gros, il faut pas qu'il bouge, c'est tout. Oui, Si, voilà. le conseil, il continue. Là, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, qui n'est pas du tout alliotiste, Jean Vidal, Ouais. qui m'a dit, ouais, mais quand même, la propreté et la police, par rapport à Pujol, Mais, du jour au là, lendemain. j'ai écouté le podcast de. On ne peut pas soupçonner Jordi Vidal d'être un fasciste quand même. Ah bah ça Ah se bon, discute. Ça se les gens de discute. gauche nous soupçonnent tous d'être des fascistes, bon d'accord. Mais au-delà, Bah, mais après, mais j'ai écouté le podcast sur Perpignan de Blast, qui était assez ridicule. Ils oublient tous qu'il y a eu 10 ans de Pujol. oui, oui. Que Alliot Mais a c'est remis pas la leur ville en problème. état de marche. Oui, Il a remis. Je veux dire, moi j'ai fait une réunion une fois au centre. sauf sur la culture. Rajoutez Jordi Vidal. Ouais, mais après c'est André Bonnet. Non, mais le truc, moi j'ai fait une réunion en 2018 au centre social quartier Baléares. Donc avec la directrice de la mairie de quartier, on avait des représentants d'associations et d'habitants pour des présentations de projets. Première question de la directrice, c'est est-ce que vous savez où est le directeur du centre social? Réponse, bah non. Pourquoi? Quel est le rapport? Et pourquoi vous... Et là, on se regarde entre habitants, et pourquoi vous nous demandez ça? Ah, parce qu'on ne sait pas où il est. Le mec avait pris 3 jours. Non, il joue Mais à cache-cache. voilà, Il tu est vois. caché, c'est Et tout. on a, mais ce que m'ont dit des copains qui sont aussi très à gauche, ils ont dit en 2020-2021, ils m'ont dit ah ben maintenant, moi quand j'ai un rendez-vous à la mairie, le mec il vient. Rien. Voilà, il fait marcher, il y a des tas. Il remet la mairie en état de marche. Ce qui est déjà pour beaucoup d'acteurs déjà pas mal. Après, on est dans une situation, de toute façon, il n'a pas de projet économique. Mais l'aglo. Non, on fait venir des entreprises, nous disait-il Ouais. avant. Il faudra qu'on parle de Monsieur Xi, la non, enfin YI, je sais pas comment on Ouais. prononce, et de ces 500 millions qui ont disparu au Salvador. Alors si vous avez des contacts oui, au pour Salvador, le parc à Voilà. thème, Faudra du cinéma. voilà, avec un des frères Baldwin. Oui, Voilà. Et il y a aussi une histoire de crypto-monnaie, si mes Ouais, c'est ça, ouais. C'est du Où est bit. Monsieur Xi? Xi, enfin voilà. Est-ce que Monsieur Xi est l'ombre jaune? Ah. Question de Bob Moran et Bill Ballantine. Voilà. Donc il y a des trucs, mais là, je veux dire, l'aglo n'a pas, Perpignan Métropole n'a pas de politique économique. Robert Villa, Il n'a rien. est-ce qu'on pourrait en vouloir un vigneron? Bah, il y a un moment, oui. Bah oui. Parce que c'est pas. S'il n'est pas nature. Parce que quand moi, même. j'ai bossé à Moycullen, Ouais. un restaurant qui s'appelait The White Gables, les pigeons blancs. En plein Moycullen. Donc Clark Gable, c'est Clark le pigeon. Voilà. Ah bah, on a bien fait. Voilà. On a fait des trucs. Et, Il y a un livre qui c'est un s'appelle- très très bon restaurant gastronomique, un excellent canard à l'orange, Ouais, et qui est construit dans une ancienne prison britannique. voilà. Donc il y a des putains de murs. Donc j'allais faire mes courses à Galway, au supermarché à Galway. T'avais un Donc on est au Pays de Galles, hein, pour ceux qui... Non, c'est dans le Connemara. Ah, le Connemara, c'est quoi? C'est la C'est campagne. l'Irlande. Ah, tout simplement. Dans le Connemara. Ah, Tu oui. connais pas le Connemara? Moi, je suis... Terre brûlée, pas hein. Sardou. Ouais, voilà. Terre brûlée, bordel de merde. On vend des lampes de pierre, Voilà. on vend des lacs, c'est pour les vivants. Voilà. Et d'en faire Perpignan, Voilà. Donc j'allais à Galway. Ouais. Galway, 40 000 habitants, et une ville extrêmement touristique. Mm. Il y a Pierce Brosnan, mais il vient tous les étés. Ouais. Et il y a un gros truc au niveau des courses de chevaux.
truc international. Donc tu vas au supermarché et il y a il y avait un énorme, dans le centre-ville de Galway, il y a un énorme rayon vin. Il y avait du chilien, de l'italien, de l'espagnol, du portugais, du californien, pas français. Et même du bulgare. J'avais vu à Londres. Ah mais à Londres, mais ça c'est Londres. Ouais. Là, mais non, c'était. Je veux dire, ils vendent du vin, ok, mais qui lance une politique. Oui, une vraie politique de vendre du vin, des PO à l'international. Le mec, le gars qui distribuait le vin dans les restos. Par exemple, on a trouvé le seul vin d'ici vendu à Moscou, c'était le Lafarge. Ouais. Voilà. Mais le mec auquel le restaurant où je bossais, le type le grossiste en vin du coin, dans le Connemara à ce moment-là, c'était un Français. Oui. Quel est le rapport? Voilà. Et le mec, il est Pyrénées-Orientales, il dit ouais non, j'ai un corbière parce que je connais, parce que c'est un pote. Personne ne connaît. Voilà. Voilà. Donc il y a. Je veux dire, moi j'ai eu les Cafés La Tour comme client en infographie pour un truc il y a longtemps. Et d'ailleurs, je formais une stagiaire sur InDesign. Et la stagiaire, maintenant, c'est Lucie Carbone, qui est humoriste sur LinkedIn et sur Rire et Chanson. Voilà, elle a complètement. Voilà. Oui, voilà. Là, on est tous à bourgeois. Voilà. Et le truc, les Cafés La Tour, ils ont essayé d'aller en Chine. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment marché parce que c'est un marché qui est compliqué. Mais on pourrait, dire, ils veulent vendre du vin, mais qu'ils fassent un truc à l'international, merde. Oui, en vrai. En vrai. Pareil, mais c'est pareil pour le département. On peut vendre le département. Voilà. Je me souviens pendant le deuxième confinement, il y avait des pubs pour aller à New York, à Perpignan. Ah oui, bien sûr, évidemment. En plein confinement. Oui, et à Paris aussi, dans le métro, à Paris, ça c'était Louis, c'est Véronique. Ouais, mais c'est. Les Parisiens ne descendant pas à Perpignan. Faut le faire à Londres, faut le faire à Berlin, à Moscou ça va être dur, faut le faire à New York, faut le faire à Los Angeles. Oui, mais à Paris, il y a un mépris. Mais c'est comme quand sous Alduy, je ne sais plus si c'était Alduy ou Pujol, il y avait eu ce truc. Moi j'ai ma maison dans Luberon, je ne vais pas venir ici. Ouais, il y avait le consul d'Espagne qui avait dit que Perpignan la Catalane c'était une connerie, parce que quand tu vas à Barcelone, la catalanité, oui, voilà, surtout maintenant. Tu vas à Barcelone, tu leur dis venez à Perpignan parce que c'est catalan. Ouais. Enfin, je reste chez moi si je veux voir du catalan. Oui, voilà. Dire, il fallait dire Perpignan la française. Et les mecs, ils avaient hurlé comme des cons. On peut avoir un double discours, on peut être en même temps, comme dirait le chat. On adapte son discours en fonction du public. C'est marqué dans le Prince depuis la Renaissance. Voilà. Ou Lyon ou Renard. Voilà, donc mais ils sont pas capables. Alors ils sont pas capables, tu peux t'arrêter. Oui. D'ailleurs, à propos d'arrêter, va falloir conclure. Ouais. Alors juste pour revenir sur le point de départ sur les élections, la situation actuellement, c'est que on a. Parce qu'il va y avoir une dissolution, au moins d'ici un an. Un an et demi, ça dépend s'ils tiendront. Le plus probable, à mon avis, ce serait en octobre 2025, c'est-à-dire en plein démarrage des municipales, parce que c'est le moment du budget. Ouais, voilà. Et que ils vont pas refaire. La préparation de la loi de finances. Voilà. Là-dessus. Nécessite un gouvernement stable. Voilà, donc là-dessus. À mon avis, mais là, clairement, si la gauche fait ce qu'elle a fait ces 2 dernières années, c'est encore l'extrême droite qui passe. Au municipal, c'est encore l'extrême droite. Oui. Ça risque d'être pire parce que là, les électeurs ne vont pas. Au municipal, s'il y a plusieurs listes, et clairement, la France Insoumise et le PS veulent leur liste à eux. Ouais. Et l'Angevine voudrait aussi sa liste à elle. Voilà. Et les Verts pourraient partir aussi. Donc on peut avoir 3, 4, 5 listes. Plus peut-être une liste citoyenne, on ne sait jamais. Ils ont pas tenu compte de Gare à Perpignan, fragment d'une fatigue démocratique. Ils ne veulent pas, c'est la démocratie. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur gueule sur la une de l'Indep le lendemain du premier tour. Point. Parce que sinon, il faut travailler. Et on sait. Ils veulent pas être maire ils ne veulent pas être maire de Perpignan. Non, voilà. Alors, oui, voilà. C'est pour ça qu'ils dégageront pas. Voilà. En fait, c'est le pire. Je crois qu'il faut qu'ils lisent le cycle de l'absurde de Camus, notamment Caligula. Parce que il y a cette phrase que j'aime beaucoup, parce que je me suis remis à dire du Camus pendant les confinements. Oui, parce mais que, cette saison, il faut relire Camus. Entre autres, et un moment où, le malentendu aussi. Ouais, oui, très très bon. Où, au moment Caligula, on me pose la question, et pourquoi tu veux le pouvoir? Et il répond, j'ai compris l'utilité du pouvoir, il donne sa chance à l'impossible. C'est exactement ça. Ce qu'il faut, c'est pas des candidats qui veulent exister quoi que ce soit, c'est des candidats qui disent, moi je veux le pouvoir, parce que je veux faire ça. Point.
Ouais. Il faut pas. Ouais, mais non, t'as pas un programme. Non, mais Tu veux changer la. Ouais, mais Tu veux changer le réel. Tu veux changer le réel. Ouais. Si t'as pas envie de changer le réel, si t'es pas capable de dire, je vois ce que je veux changer à Perpignan. Voilà, mais bon, pas que, parce que non, mais... le tarif de l'eau dans les 10-15 ans, le prix de l'eau dans les Pyrénées-Orientales va doubler. Voilà. Point. Préparez-vous à être des Fremen. Voilà, voilà. Hein, d'ailleurs, quand j'étais en Irlande, il n'y a pas d'eau sur et quand j'étais à Galway, j'ai compris l'expression femme pleine d'eau. Ouais. Hein. Je comprenais pas avant parce que quand tu es pays méditerranéen, Ottoman. Non, c'est-à-dire c'est des femmes assez costauds, tout ça. Oui. Alors que les Fremen sont comme ça. D'accord. Voilà, mais il faut aller en Irlande. Voilà. Ouais. Et voilà. Le général me le disait, il faut aller en Irlande. Voilà. Et clairement, là, il faut aujourd'hui, on arrête avec les conneries d'ego, on arrête avec les histoires, trucs. Ça doit être local. C'est pas le national qui doit décider de la liste. Tant pis si le national te dit vous n'allez pas vous allier avec tel parti, tu vas bon, allez vous faire foutre. La problématique aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai programme pour Perpignan et pas les conneries habituelles, de vouloir changer le réel. C'est ça, c'est le mec qui dit et je veux dire, les mecs qui veulent y aller, il y a une seule unique condition, c'est qu'ils soient d'accord pour bouffer de la merde tous les jours. Et pas donc les petits bourgeois. Il y en a marre. Ouais. On veut des gens qui en veulent, qui sont prêts à bouffer de la merde, qui viennent pas te dire ouais mais tu comprends. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, parce que c'est là on l'entend. Oui, voilà. Mais tu comprends, non, je ne comprends pas. Truc, les mecs, vous voulez bouffer de la merde, vous voulez dégommer à Lyon. Vous pensez comme aux mecs. Légionnaires. Voilà, comme les mecs, le jour du débarquement, la première ligne au débarquement, ils sont tous morts. Oui, bien sûr. Et ils savaient. Ils le savaient. Oui. Pourtant ils l'ont fait. Oui, mais donc il faut des gens comme ça. Ils puissent monter sur leur cadavre pour s'élever jusqu'au bunker. Voilà. Donc c'est vraiment le truc. Ils doivent prendre en compte sur les municipales. Sinon c'est pas la peine d'y aller. Arrêtez de faire chier les gens. Arrêtez de dépenser de l'argent. Ça vous rapportera rien financièrement. Oui. En termes d'ego, vous allez finir broyé. C'est pas leur fric. Hein. Oui, non, mais justement, si à la limite un mec disait je me pointe, t'inquiète, tu comprends, on va détourner du pognon. D'accord. Là, à la limite, je comprendrais. Oui, parce que nous, on est assez ouverts. Voilà, ouais. Hein, voilà, hein, oui, si tu nous écoutes. Hein, voilà. Non, mais le truc qui est. Bien manger avec Marie, surtout là où vous êtes allé manger. Ouais. Donc voilà. Donc là, le truc est très simple. Il n'y aura pas de front populaire, il n'y aura pas de front républicain. La seule solution pour avoir quelque chose, c'est une union à droite, une union à gauche, forte, derrière des figures implantées localement qui ont quelque chose à proposer. Donc je veux dire, très clairement, à droite, le meilleur, c'est Bruno Nogueira. Ah ouais. Voilà, je dirais. Comme ça, ouais. On lui dira, ça lui fera plaisir. Bon, on lui dira, mais faut qu'il bosse, hein. Ouais, faut qu'il monte un peu. Faudrait déjà qu'il dégomme 2-3 mecs, hein, pas pour dire du mal de David Brent, mais s'il pouvait le noyer la prochaine fois qu'il passe à Canet. Personne ne connaissait, tu viens de le faire naître. Ouais, ouais. Non, mais l'indépendant défend sa candidature. Ah, c'est Calvici. Ah, voilà. Voilà. Et dans le truc, et à gauche, il faut qu'il y ait une union. Mais à un moment, qu'on envoie des gens qui ont un vrai discours. Langevin non, et Drac non. On veut des gens qui soient d'accord pour aller bouffer de la merde. Tu vas pas te faire des amis, mais c'est ce que je dis. Bon, c'était déjà le cas. C'est déjà le cas, mais je suis pas là pour me faire des amis, moi. Oui, mais je rappelle quand même, je crois qu'on va finir là-dessus. Oui. Je rappelle la vraie particularité de Cassandre, donc, prophétesse de malheur, que personne n'écoutait. Non, c'est qu'elle dit toujours ce qui va arriver. Quand elle dit que quelque chose va arriver, ça arrive. Tu veux qu'on t'appelle Cassandre et tu vas aller en transition. Et on restera là-dessus. Philippe, merci beaucoup et à une prochaine. À la prochaine. On va réitérer.